enregistré. Merci en tous les cas à vous qui êtes là et qui continuez la journée avec nous. Après Vandana Shiva, on aura le plaisir d'accueillir Mathieu et Marc pour continuer le sujet et la discussion ouverte avec vous. Thank you very much, Vandana Shiva, to be here with us. I was just explaining a little how this session will work together. I am very pleased to invite you, Vandana, the scientist, the farmer, the activist, also simply the citizen of this planet Earth, and also the friend who comes to celebrate this 40 years birthday of Soul Association. Vandana, we will have 20 minutes together before question and answer. Could you share with us how the internal and international policy had an impact on the farming and the local farming, even in India? Thank you, Vandana. Welcome. First, a happy 40th birthday to Soul, which began as solidarity, and we at Navdanya have had a strong partnership, and so I'm very happy you're celebrating your 40th anniversary. My entry into agriculture was not because of a chosen area of study. My chosen area of study was quantum theory, particle physics. But I was forced to look at agriculture in 1984, when in Punjab, which is the land where the Green Revolution was first imposed, farmers had huge protests in the 80s. Punjab happens to be the place where I did my MSc honors in particle physics, so I know the place. I know its peace, and I know its prosperity, and I know its hardworking and very proud farmers, mostly Sikh farmers. And I saw it erupt in violence. And that same year, on the 2nd of December 1984, a pesticide plant owned by Union Carbide leaked in the city of Bhopal. And by the end of that year, I was asking myself, why is there so much violence in this kind of agriculture, and where did it come from? Where did the Green Revolution come from? Because I was busy studying physics. And if I knew farming, I knew it from my mother's farm, which was an ecological farm, and she had to become a farmer as a refugee because she was a very highly educated educational officer. But with the partition of Pakistan in India, when she became a refugee, she says, I've broken all the glass ceilings. I've done everything I could, but now I want to do the ultimately satisfying thing in life, and I will be a farmer again. And so she became a farmer. I had grown up playing on a farm, and I thought all farms looked like that. So when Punjab happened, and the Bhopal disaster, which the people of Bhopal call it a genocide, they say that our city was turned into a gas chamber. But it's only when I studied what had happened, I realized that the chemicals that came to agriculture had come from the gas chambers. I wrote a book called The Violence of the Green Revolution. I was then doing a major program for the United Nations University on conflicts over resources. And this came out of that study, along with another book called Ecology and the Politics of Survival. So the Green Revolution was not chosen by India. It was forced on us by the World Bank. It was forced on us by the US government, Rockefeller Foundation, because in 1965 we'd had a drought and we wanted to import a little more wheat to stabilize prices. No one was starving. There was no famine in India. Prices were rising, especially in industrial townships. And our prime minister of that time, Lal Bahadur, wanted to import the wheat. And he was told, we won't send you wheat. You have to change your agriculture. And it's only if you change your agriculture, we'll supply you with wheat. He tried to resist. He died in Tashkent. And then the Green Revolution was forced on us. We have seen the harm it has done. Punjab has been ruined. It's lost its water. It's lost its soils. It's lost. Immediately when I wrote the book, 25% small farmers had gone.
It has a cancer train because of the pesticide use. Its water crisis is so severe that every year 10 feet is falling. And the farmers at that time were saying, this is slavery. We cannot choose the crops we'll grow, because they weren't growing rice in Punjab. They were forced to grow rice. They used to grow millets. They used to grow mustard. They used to grow corn. The national dish of that region is makki ki roti sarson ka saag, which is corn bread with mustard greens. You don't see fields of corn at all anymore. The farmers said, we are living under slavery. This system is slavery. We can't decide what we'll grow, how we'll grow it. We can't decide what price we'll sell it. We can't decide when the water of our own rivers will come to our fields. And that's why they were protesting. That was the 1984 protest. You must have heard of the current protests. They were continuative. So, some of the people who are nice and old were young with them. Then they continued the protests in 91. And I worked very hard to build the movement against globalization. Because in 87, I had been at a meeting in Geneva and then just outside Geneva in a little place called Beaugève in France, where the chemical industry was there, and they said, oh, we'll make more money if we own the seed. So we'll do genetic engineering, take patents on seed, but we have to impose it worldwide to make the money. And so we'll have an international treaty. And they mentioned the GATT. Never heard of GATT. So I started to follow GATT, but we didn't know what was in it because it was all secret negotiations. In 1991, the Dunkel draft text of the GATT was leaked. We called it DDT, Dunkel draft text. We called it DDT, the toxic treaty of free trade. And I remember coming to France too at that time, because the French farmers were fighting against it too. I think it was 93 on my way to receive my alternative Nobel Prize in Sweden. I stopped in France, and because you were having the same fight as we were having. It's not that we didn't have trade in India, is the ancient trading country. We exported spices 5,000 years ago to the Greeks, to the Romans. We know how to grow good food. We know how to trade in fairness. The unfair trade was part of colonialism, and they called it free trade. The British East India Company literally signed an agreement called the Free Trade Agreement. So when the free trade came back in 91, we could recognize it as recolonization. The three parts of this agreement that are exclusively focused on agriculture, and these are the three new parts, are first, intellectual property, the trade-related intellectual property rights agreement. Written by Monsanto, they said we were the patient, the diagnostician, the physician, all in one. The agriculture agreement, written by Cargill. Cargill was deputed literally to negotiate on behalf of the US government. Biggest grain trader of the world. Is there a word on agriculture in that treaty? Is there a word of farmers in that treaty? Nothing. It's all about market access, export competition, domestic subsidies. Knock out the support to the farmers. They don't treat, the support to farmers, that you have a market, that's treated as a subsidy. That you have ability to grow organic, that's treated as a subsidy. And they treat the subsidies as fair competition. They created all kinds of complicated boxes, red box and orange box and green box and blue box, and put all the distorting subsidies in the blue and green box. Europe did it, America did it. So they maintained the $700 billion. What does this treaty do? It dumps. It dumps with the subsidies. And the third treaty, which I call the pseudo-hygiene treaty, is the Sanitary and Phytosanitary Agreement written by Pepsi, Coke, Nestle. Nestle has just admitted that 60 to 70% of what they sell is harmful to health. 75% of the chronic diseases today are recognized as coming from processed food and chemical food. And if you stretch it a little more, why are we growing GMO soya in the Amazon? You had dairies in Europe, but now the big factory dairies that are hugely subsidized need animal feed.
they were using a lot of diesel and they were using a lot of petrol, but now they have a lot of biofuel, which uses more fossil fuel to produce than it substitutes. Most of the GMO soya in the Amazon is growing for biofuel and animal feed. It's not a food system. It's destroying the forests. And we also know that the new epidemics, the new infectious diseases are coming from deforestation, invading into forest ecosystems. And out of that, the spillover is taking place, whether it be Ebola or HIV or H1N1 or MERS or Zika, the list goes on. Of course, the story of COVID-19 is much more complicated because basically we now have the lab leak theory of a genetically modified gain of function organism. So we have a pandemic, we have climate change, we have diseases. All of this is linked to the globalized and industrialized food system, which has given us 50% of the climate damage. It has given us the chronic diseases, 75% of the soil and water damage, and most of the species disappearance. It's small farms that are the solution. And the small farms produce 80% of the food we eat. We always told large farms are the solution to hunger. They only produce 20% bad food, which makes us sick. So if we were to jointly work on making sure the small farms that produce 80% of the food and healthy food were made 100% of the food system. Thank you, Vandana, for this global perspective and concern. Precisely, could you explain us what is happening in Navdanya at your local and inspiring level? Could you describe the different level of actions that you are experimenting in your farm and your university too? Thank you, Vandana. Thank you. So basically, you know, I started Navdanya in 1987 when I heard these chemical giants, whom I call the poison cartel, because they're a cartel and they make poison. And they came out of Hitler's labs. And when they said we will own the seed, we will do genetic engineering, and all seed will be genetically modified and patented, and no farmer will save seed. I said, but the seed is not a machine that you invent. And farmers have a right and duty to save seeds. So I started Navdanya. In 4 years, I just walked alone to villages, collected seeds, encouraged farmers to not lose their heritage varieties. And then I realized two things. One, so many of these seeds were producing more nutrition and food. They were more climate resilient. But nobody would believe that we had so much diversity. No one would believe that we had productive native varieties. So I started the Navdanya farm really as a learning center to show that we have 750 varieties just in this region and another 2,500 varieties of rice in Orissa. And those are climate resilient and flood resilient because that coast is constantly beaten by cyclones. And these seeds have been able to help farmers bounce back after cyclones. We are now preparing for yet another seed distribution because the cyclone Yas has hit again, like last year, the cyclone Amphan hit. So Navdanya grew with seed saving with a simple pledge. These seeds have been received by us from our nature and our ancestors. And we have to protect them and preserve them and use them to hand over to future generations with the integrity and the diversity and freedom with which we received it. And that pledge is what led to the creation of the Navdanya movement. The farm itself has grown into many, many branches that I had not anticipated. First, it has grown into a research center. Our research is showing that just by growing biodiversity of crops, you actually control pests, but you encourage pollinators. And we have 6 times more pollinators on our farm than in the forest next door. Our water levels have come up 70 feet because organic farming is not just a soil fertility system, a regeneration system. It is also a water conservation system. The same mycorrhizae that connect the soil, turn it into aggregates, and then the soil becomes like a sponge. And the soil holds not just more water, it starts to hold more carbon. And as we've been seeing
with more and more data coming in with our research, that we could, in 10 years' time, reverse climate change. You know, I was in 2015 at the Climate Summit, and we didn't know whether the governments would ever come to a treaty, an agreement. And I remember working with Sol and with Clotilde to plant a garden of hope with all the movements that had come there, because we knew through organic gardening, we can regenerate the broken cycle of carbon, and through this solve the climate crisis. But now, out of all this has grown the Earth University as a partner institution originally of Schumacher College, but also a lot of people wanted to come and learn. People, you know, bankers and software engineers were feeling burnout and wanted to become organic farmers. Globally, I mean, we've received French interns. We have received German interns. We've received people from around the world who come to learn from nature, learn from farmers, how to take care of the soil. So our 4 areas of work are seed saving and biodiversity conservation. And just like a child needs care, seeds need care. And that science of care, rather than a science of carelessness, is what we teach. The living soil. The soil is not a dead container. You know, Monsanto has been trying to knock down India's laws. And the last time they tried in Supreme Court, they said the seed is an empty container. It's the chemicals we put that make it strong. No, the seed is an autopoietic living system. They say soil is an empty container. It's the chemicals we put that make it fertile. No, it kills the soil fertility. Living food, we are now realizing food as a commodity is nutritionally empty. So measuring the size of food is the wrong measure. You know, in European Union, they have a plate in which they've got holes, and they put the apple through it to decide if it's safe for you to eat or not. But loaded with pesticides. But if it's the right size, it's safe for you. It doesn't matter if the apple is small or big, as long as it's poison-free. So we talk of living food and the connection between food and health. And the most important thing that's becoming more and more important today is we are cultivating living economies. Because the globalized economy is not an economy of life, it's an economy of death. Thank you, Vandana Shiva, for your sharing. Just before giving the mic to the audience for question and answer, my last question for you is about biodiversity. You have a biodiversity of talents yourself as a scientist, a farmer, an activist, a teacher. Navdanya is also quite biodiverse. Could you explain us or share with us the link you make between biodiversity and long and sustainable model? Actually, I'll just tilt my computer a little to show you another image of biodiversity. You will see behind me Annapurna. She is the goddess of food, and she's holding in her hands the crops that have gone to the world from India: sugarcane, rice, bananas. We are the home, 200,000 of rices, varieties of rices, 1,500 bananas. Sugarcane, we are the ones who domesticated sugarcane and started to make sugar. Christopher Columbus didn't find it. So what, first of all, I did quantum theory, as I mentioned, and I realized there's a mechanistic mind, which is a one-dimensional linear mind. And that is what's got us into trouble. We need a biodiversity of a mind. And we have a very beautiful phrase in India, Bahuda. Multidimensional. So we need a biodiversity of the mind. Second, we need biodiverse people when you work the soil. It's not just your head working, your hands are working. It's not just your hands, your heart is working. It's getting connected to the soil. That's why we have gardens of hope with children. We have gardens of hope with widows. Because when the whole being interacts with the earth as a living being, that creates a whole different kind of intelligence, a whole different kind of knowledge.
And Navdanya itself, I have absolutely resisted, partly because of my quantum thinking, but also because I am so against hierarchy, that linear specialization creates hierarchies. And these hierarchies then create, a person who might know nothing about farming but got a PhD is treated as somehow superior to the farmer who knows everything. So we have horizontality of skills and talents at Navdanya. The women who are saving the seeds, they've never been to university. They can't read and write, but they can identify each of the 750 rice varieties. And they have the same respect as someone with a PhD. And we bring partnerships, but we don't just bring partnerships between the human community. We bring partnerships between humans and nature. And because nature is diverse, if we have to have co-creation with nature, and we have to be partners with nature, then you can't be a linear mind with the idea of conquest. I think, but the French gave us this crazy man called Descartes, who said, I am a thinking thing. He called himself a thinking thing without a body. And then he created this hierarchy that there were thinking things who could rule over the rest of us. And we were to be machines that they could torture, manipulate. That legacy of the mind of domination, of a mechanistic mind, is what I have tried to challenge intellectually and provide an alternative to. That the head is not superior to the hand. A university degree is not superior to learning by doing. A farmer is an expert, and the beauty is a farmer is an expert on soil, is an expert on seed and biodiversity, is an expert on taking care of the farm, is an expert on health, is an expert on community building. Now, you would need 30 degrees to do the work a farmer does. And therefore, I believe in the transition we have to make. Nature must be our teacher, women must be the teachers, farmers must be the teachers, indigenous people must be the teachers, to be able to overcome this deadwood that has left us as unthinking beings by defining us as thinking beings. Thank you very much, Vandana. In order to enjoy a biodiversity of points of view, I'm very pleased to open 15 minutes of question with the audience. Nous allons nous offrir 15 minutes de questions-réponses entre nous et Vandana. Je crois qu'un micro peut circuler. Il suffit de lever la main. Vous pouvez poser votre question en français et puis je ferai la traduction ou en anglais si vous voulez pratiquer. Nous avons une question devant. I will do the translation for you, maybe. Vandana, thank you. Si vous pouvez nous donner votre prénom, éventuellement votre activité. Okay. Pas d'obligation. Bienvenue. Merci. Juliette Deletin, animatrice territoriale pour le développement rural. Thank you so much, Vandana, for this presentation. You've been inspiring me for many years already. And I'm glad to be able to talk to you today. And with what you were saying near the end with this colonization, what would be your advice to us, all these French people, about what we can do in the day-to-day concretely to decolonize and help in that movement that's going globally? Thank you very much. Je vérifie juste qu'avec le masque, Vandana a pu entendre. Thank you for the technical issue with the mask and so on. Have you get the question in English about decolonization and your advice? Is it okay for you to speak about it? Yeah, perfect. Thank you, Vandana. Please. Yeah. Show us the way. So not only do we need to decolonize, but we have to prevent the new colonizations. I talked about globalization as a recolonization, but there's another colonization taking place. And this time it's by the big tech giants. You know, the Monsantos look like midgets compared to the big tech giants. I mean, Amazon tripled its value.
to 8.1 billion in just 3 months of this year. And during that time, how many farmers lost their livelihood? During that time, how many small shops went out of business? So these big giants, which use technological digital tools, are growing at the cost of the earth. They are growing at the cost of farmers. They're growing at the cost of small local businesses. At this point, our work is solidarity, because the big tech giants have decided they're going to control agriculture. We have a report we've written called Gates Ag 1, where Bill Gates has basically said there'll be one agriculture. You know, on the one side, the corona was spreading, and he was saying, and now behind the corona, I'm going to take over world agriculture. He's trying to take over Indian agriculture. He's trying to take over Indian food systems. And this digital agriculture, basically, you know, if I extract data from a farmer, it is not production of food, it is data extraction. It is data mining. It is not a creative biological act. It's theft of data. And then you process it through algorithms, because you have such giant servers, which are energy guzzlers, and then you sell it back over the smartphone to the big farmer. What are you telling the farmer? You don't have a brain. Like earlier, they said the seed is empty, the soil is empty. Now they're saying the farmer's brain is empty until we tell the farmer what to do. Farmer can't act. Bayer has agreements with Gates. They have this thing called Field View. And they have integrated everything. The credit, the seed, the chemicals, the monitoring of the farm through surveillance. But worse, they're linking it to carbon trade. They created a new language called net zero, that the polluters, you know, 93% of the pollution comes from the rich countries. The polluters will keep polluting. They won't come to real zero, but they will lock the world into a system of control and certification. And this is what, you know, Bill Gates has become the world's biggest landlord, but he is funding through his investors an investment. There's something he has called Cottonwood. Cottonwood is Cottonwood Ag has created a system called Leading Harvest. And this is what we're saying. We are creating global standards of sustainability. This toxic system of GMOs, chemicals, large farms producing raw material for lab food, that will have universal standards of sustainability which they'll implement, which is why they have to dismantle the local laws and national laws. So when you ask me, what can we do to decolonize, resist the new colonization, build the local, all of us have to build biodiverse, ecological, local food system. That is an ecological imperative, it's an ethical imperative, it's an economic imperative. And joining hands through this network of small farms is the way we'll be able to protect the earth, protect ourselves, and decolonize. Thank you very much, Vandana. We have the chance to have 10 minutes more with you. Est-ce que je peux voir combien de personnes auraient posé une question à Vandana? Peut-être qu'on peut en prendre plusieurs à la fois, si besoin. Vous pouvez lever la main si vous avez une question pour Vandana. Mademoiselle, merci. Ça peut être en français ou en anglais. Bonjour, moi je m'appelle Hélène, je viens de Loire-Atlantique et moi je voulais poser une question face à un constat qui est valable dans mon département mais aussi ailleurs. C'est qu'aujourd'hui, les agriculteurs vont bientôt partir en retraite. On estime que d'ici à 10 ans, il y a un agriculteur sur 3 qui va partir en retraite. Et de l'autre côté, les jeunes agriculteurs, ils ont du mal à s'installer, à trouver des terres. Et en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que quand on s'intéresse à cette question, on se rend compte que donc il y a 2 modèles agricoles qui s'affrontent dans les campagnes. Et pour la transmission des fermes, les grandes exploitations qui cherchent à s'étendre, à racheter les fermes anciennes, et les plus petites qui cherchent à s'installer, souvent pour faire du bio, du local, mais qui ont du mal à trouver des terres.
Et donc moi, ce que je voudrais avoir, je demanderais à Vandana son regard là-dessus, sur les solutions qui peuvent être mises en place pour essayer de favoriser une agriculture qui soit bio, locale. Merci Hélène. Thank you, Sur Hélène. l'accès à la terre. I will do my best to make the question short and understandable. Hélène comes from the west of France, and she's talking about the paradox that we are witnessing. We have a generation of farmers who will go for retirement, and we have also a new generation of young farmers who try to find fields to start their activities, but it's difficult for them, and we can see that it's more conventional and big business of farming who is trying to capture the field. How to go out of these paradoxes and try to foster local and organic farming in this situation from your point of view? Thank you, Vandana. So you had asked earlier about biodiversity, and I told you about the biodiversity of the mind, the biodiversity of work, the biodiversity in our fields. I would say we need biodiversity of strategies. Yeah? We need to work on local level, wherever we can find local councils that are willing to declare their area poison-free, and then start to encourage young farmers to work with old farmers, we can start a transition. But, you know, we have watched how powerful the lobbies are. My dear friend Nicola Hulot, with whom I wrote a book, we had a dialogue that was edited by Lionel. You know, he had given himself time to get rid of Roundup and glyphosate, and he said, if I can't, then I will not be an environment minister. So right now in Switzerland, they're having a referendum to get rid of pesticides. And never in Switzerland's history have proposers of referendum faced death threats. That's how ugly this poison cartel is. And because they make money on large farms, on the small farms need love. Large farms need poisons. Yeah. If you are working on a very large acreage, you will have to stray Roundup. But if I'm working on a 2-acre farm, you can totally manage to do farming that controls weed. Before Paris, I had come, and again, Sol was involved, the agricultural group, I can't remember their name, but the network of organic farmers had tried to set up a whole system for the greater Paris region. And I'd come to launch that the people of the city invest in the land. They have the money. They invest in the land so that the young people who want to be farmers can become farmers, and they become partners. Now, the word invest used to mean to make beautiful. Today, it means making money. We have to take it back into making the earth beautiful and finding new partnerships. Someone has money, someone has labor. Someone has knowledge. We need to find creative ways. Another thing that you need to do very seriously is, with a lot of effort, a whole European level policy was made called Farm to Fork. It is supposed to conserve biodiversity. It's being hijacked for this net zero. It's being hijacked for more digital farming. You've got to be there together to fight that at European level, at the national level, at the regional level, and at the local level. The most important thing is there's a big debate going on CAP. Half the money of your taxes are used for subsidies to make big farms get bigger and to wipe out the small farmers. And I think it's time for all the Europeans and all the French citizens to say, I will decide what my tax money does. I will not allow it to go to make big farms bigger, but I want to redirect it as a support for young people to go back to the land. And how we make this transition can be multiple parts. And one of the parts was created in India during our freedom movement by Vinoba Bhave, Bhudan. Let those who want to give the land. But that generosity is not that easy to come by. But let the states intervene, and instead of taking our tax money to punish us and give us bad food and give us disease, let them shift our tax money
to do an agriculture that is for the health of the earth and the health of people. That is where we need to all work together. The models are there. We have to make them globally understood at the level of science and principles, and at the level of achieving the transition in practical ways. We have to begin with the local. Thank you. Thank you, Vandana. We have a slot for a last question. Mademoiselle. Merci. Merci beaucoup. Je m'appelle Carmen, je suis artiste et j'habite à Paris. Hello, Vandana. First of all, deep thanks for your inspiration and everything you're sharing. My question is about this culture of domination and seeing nature as a commodity and this mechanistic thinking that you were mentioning. And in your view, where did it come from and how did it grow in our culture? It relates to the question about decolonization, but also I want to ask, we are still in this linear thinking, mechanistic culture today, and how can we get out of it? Thank you, Caroline. Thank you, Vandana. I will let you finish on this question, and maybe also to leave us with a message of hope. How did you get your hope in action after so many years of engagement? The question of Caroline, and maybe the last message for us. Thank you, Vandana. So, there's a lot of false history in the world. For example, they make it look like all agriculture forever has been destructive. Not true. They make it look like the people in the Amazon and the Aborigines of Australia are bushmen and forest people, but they're farmers. 60,000 years Australians have farmed that land. 10,000 years, the indigenous people of Amazon farmed the Amazon. 10,000 years, India farmed so that on the same piece of 2-acre land, generation after generation after generation could farm. Our spice gardens are such an amazing system. 5,000 years, the same piece of land has been growing those spices without degrading them. So agriculture does not always have to be degrading. Industrial agriculture is degrading. But the other problem that is about bad history is the contemporary history of Europe is projected backwards into a timeless history. No, it's a very recent 500-year mistake. 500 years for the Columbuses, but 400 years for the other European countries. And with it was born this mechanistic thinking. And people don't realize that while the colonization of lands overseas was taking place to define us as barbarians and as primitive, the women of Europe were being declared witches. 9 million Europeans were killed, most of them witches, for knowing the earth in loving ways. A papal bull was passed for this. And the Inquisition became the purpose of life in that period. During that same period, with violence, the peasant lands were being taken over, definitely in England, where for 2 centuries, the enclosures of the commons were taking place. So 3 phenomena were going together: the witch hunts, the enclosures of the commons, and colonization. So the 400 years is what has given us this linear, extractive, exploitative thinking, and the illusion that only men can think. That's why Bacon wrote a book, The Masculine Birth of Time. The time before that was effeminate. It was very dangerous because you had a relationship with nature. To not destroy her, to recognize that nature was alive. You had to subjugate her, you had to make her your slave, you had to torture her like Bacon tortured the witches, because he was also, as a chancellor, in charge of interrogation of witches. So for him, knowledge seeking in science became torture of nature. And he thought that was superior. The patriarchy therefore goes hand in hand with it. Capitalist patriarchy goes hand in hand with this mechanistic mind. So how do we get out of it? A, recognize that women and men are equal. 2, that the South and the North are equal. It doesn't matter what colors of the skin we have. Doesn't matter.
It just adds to the richness of diversity of colors. Doesn't matter what languages we speak. I speak Hindi, you speak French. We are just richer for that. Thank goodness the world is not only speaking English, because it is a language which didn't have many words. And if you look at English today, they took every good word, like invest. Invest till 1610 was make beautiful. The British East India Company came, made colonization commerce, and investment how to make money. You're investing in India, how you're extracting. So we have to get rid of patriarchy. We've got to decolonize. We've got to get rid of anthropocentrism. We've got to realize we are part of the earth. And this is something you can do in Europe as we can do in India. And the best place to begin is growing food. I think we should treat the growing of food as an emergency response to multiple emergencies, the COVID emergency, the emergency of climate, the economic emergency of loss of livelihoods, the loss of meaning, the hopelessness, which brings me to my concluding remarks. Hope is not to be bought on a supermarket shelf. Hope is something you cultivate with your deepest commitment. Hope is what you cultivate with your determination to not let destruction and hopelessness take over. That will for life in community, that determination and courage. The Dalai Lama calls it compassionate courage. To be compassionate, you have to be courageous. To be courageous, you have to be compassionate, because people alone get trapped. When they're treated as atoms, you get trapped in every step of the new consumer charm. And the latest is fake food. Too many people are getting trapped in fake food, but it'll not get rid of industrial agriculture. Contrary, it'll make industrial agriculture even bigger, because all agriculture will be corn and soya for making fake milk and fake burgers and fake this and fake that. And who will be troubled? 100 trillion microbes in the gut. As dear Eric Seralini has written in this lovely book on the health scam, which we published in India, he says, eating is an act of communication between the food we grow and our gut. They talk to each other. When we grow food with love and organically, we have health. When we grow food with toxics and in artificial ingredients and fake food, we will have disease. So cultivating hope and cultivating health is the same work. And it's a work of love for the earth. It's a work of love for our communities. It's a work of deep love for humanity to say, just because a few powerful men got into the habit of extermination and extinction, we are not going to let you get away with it. We will love the earth family, and through resurgence and through regeneration, as an act of hope, make life thrive in abundance and reshape economies from being economies of greed and death to being economies of abundance, well-being, love, and care. That's our common work. Thank you very much, Vandana. Thank you. Happy birthday again. And may I leave now? Woo, 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 woo. May I leave? Thank you very much, Vandana. Thank you. Greetings to all. Solidarity and greetings of love. Bye-bye. Thank you. Bye-bye, Vandana. And I'm very pleased to invite two other lovers, deux activistes de l'amour, Mathieu et Marc. Bienvenue. Je vous invite à me rejoindre. Vous avez un petit escalier sur le côté. Mathieu Courgeot et puis Marc Dufumé. Merci beaucoup d'être présent pour cette table, nous avoir permis de connecter avec Navdanya. Je t'en prie, Mathieu. Vous avez voilà un micro ici et puis un devant vous. Quel souffle! Ah, merci. Nous allons passer voilà une quarantaine de minutes maintenant avec Mathieu qui représente aujourd'hui
en tant que président l'association pour une nouvelle PAC, et puis on se dirigera vers Marc Dufumier, que vous connaissez sans doute tous, cet agronome engagé, pour parler un petit peu de sujets, des modèles agricoles durables et équitables. Mathieu, est-ce que tu peux nous réexpliquer un petit peu à la fois ce qu'est ce collectif, le réseau pour une nouvelle PAC, et puis où on en est des négociations en ce moment? Bienvenue. Merci, si ça marche. Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux d'être là. Peut-être pour me présenter avant, moi je suis paysan, je suis éleveur laitier en Vendée. Donc sur la ferme, on a 70 vaches à peu près. Sur 120 hectares de terre, on fait une quinzaine d'hectares de maïs, une quinzaine d'hectares de céréales et le reste est en herbe. Voilà, donc on produit environ 400 000 litres de lait par an avec un associé qui travaille avec moi, et on a aussi un salarié. Et donc effectivement, oui, j'ai depuis un an l'honneur de présider la plateforme pour une autre PAC, donc qui est une plateforme inter-organisation, puisqu'il y a 46 organisations qui sont des organisations agricoles, on va dire progressistes, les bio, les CIVAM, la Confédération paysanne, des organisations de protection de l'environnement, toutes les grandes ONG environnementales, Greenpeace, France Nature, Environnement, la FNH, WWF par exemple, font partie de la plateforme, et de bien-être animal aussi, Wellfarm et CIWF. Et puis aussi des organisations de solidarité internationale, dont Sol. Et j'ai la chance d'avoir Clotilde Bateau, donc la DG de Sol, comme trésorière à la plateforme. Donc je la salue et je la remercie. Et puis des organisations de citoyens consommateurs, donc la Fédération des AMAP, mais aussi le Secours catholique, puisqu'on sait que voilà, le sujet de la précarité alimentaire est aussi un sujet qui leur est particulièrement cher et qui nous l'est aussi particulièrement. Voilà, donc merci à tous et à toutes. C'est un peu intimidant d'être là entre Vandana Shiva et puis Marc Dufumier, des monuments de la pensée agricole. Donc je vais Des monuments bio. donc je vais essayer de faire de mon mieux. Peut-être pour commencer sur les défis qu'a le système agricole qu'ont les agriculteurs à relever là dans les 10 ans à venir. Ça a été évoqué tout à l'heure. Je crois qu'il y a le défi du nombre de paysans, du renouvellement des générations. Voilà, ça a été dit plusieurs fois. Je l'ai entendu aussi tout à l'heure. On est 450 000 paysans aujourd'hui. On va sans doute passer à 250 000, 300 000 si rien n'est fait dans les 10 ans à venir. Et on sait que ce sera vraiment dramatique en termes de plein de choses sur les territoires si on ne parvient pas à inverser la tendance. Moi, si je prends ce qui se passe autour de chez moi, ça fait 10 ans que je suis paysan, que je vois dans mon entourage les 3 fermes laitières les plus proches de chez moi qui ont abandonné, qui ont mis la clé sous la porte, qui étaient remplacées par des céréales avec pesticides et compagnie. Là, une autre toute proche de chez moi avec 2 jeunes qui sont installés il y a une quinzaine d'années, qui mettent leur ferme en vente aussi. Donc voilà, on est quand même dans le dur un peu dans le monde agricole sur le renouvellement des générations, alors qu'effectivement on sait qu'il y a plein de jeunes, en particulier de porteurs de projets qui sont pas issus du milieu agricole, qui souhaitent s'installer paysans, sans doute pas assez. On manque encore de candidats, donc c'est aussi un appel aujourd'hui, qu'on a du mal à les accompagner correctement, mais voilà, on sait qu'il y a ce travail-là à faire de façon urgente et de façon massive pour essayer d'inverser cette courbe-là. Le deuxième enjeu, c'est aussi la transition agroécologique. Je crois que voilà, on le sait tous ici que l'impact des activités agricoles sur l'environnement est fort. On a parlé des pesticides. Il y a eu un rapport, je crois que c'est la semaine dernière, qui a montré du Muséum d'histoire naturelle, qui a démontré que on avait subi une perte de 30% des oiseaux depuis 30 ans, et les activités agricoles ont une responsabilité forte là-dedans. Il y a une responsabilité aussi sur le changement climatique. Le système agricole alimentaire, c'est 25% des émissions de gaz à effet de serre. Enfin voilà, on a tous ces éléments-là. Aussi le bien-être animal. On voit que l'industrialisation de l'élevage, que ce soit ici, et encore c'est peut-être pas le pire ici, mais voilà, et aussi ailleurs, a aujourd'hui un enjeu majeur aussi fait partie en tout cas des défis très importants à relever. Et puis enfin peut-être un autre qui est celui de la souveraineté alimentaire. C'est un thème qui est devenu à la mode depuis un peu plus d'un an, qui a été souvent confondu, en tout cas dans sa définition, qu'on définit beaucoup plus comme le droit, nous dans nos organisations, comme le droit des consommateurs à choisir leur alimentation, avec une véritable notion de démocratie alimentaire derrière ça. Donc voilà, donc c'est aussi ce défi-là des démocraties alimentaires. Là on est avec Sol aussi dans des démarches de comment est-ce qu'on rétablit des échanges plus justes
juste au niveau international, avec voilà, aujourd'hui on exporte par exemple de la poudre de lait en Afrique de l'Ouest qui est enrichie avec de l'huile de palme qui vient d'Indonésie, qui ruine les filières locales. Donc voilà, on est dans ces systèmes-là où en Europe on importe de l'huile, on importe du soja pour nourrir les animaux d'élevage, qui créent qui est issu de la déforestation. Donc on voit bien qu'aujourd'hui on a des changements profonds, des changements majeurs à faire avancer dans le monde agricole. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que la politique est structurante par rapport à ça. Il y a les règles du commerce international. Vandana Shiva en a parlé, on a très bien parlé, mais c'est clair que ça, c'est un des facteurs essentiels si on veut demain faire évoluer les systèmes agricoles, de faire évoluer les règles du commerce international. L'autre, c'est la politique agricole commune, le sujet qui nous occupe à pour une autre PAC, puisqu'aujourd'hui, la PAC, c'est à peu près 10 milliards environ d'argent public qui arrive en majorité sur les agriculteurs par an, sur 400 000 agriculteurs. Donc vous voyez que c'est des sommes extrêmement importantes qui sont payées par les impôts. Donc la PAC, c'est la politique agricole commune au niveau européen, donc à 27 États membres, qui date des années 60. Donc c'est une vieille politique. C'est aujourd'hui ça qui oriente énormément les façons de faire de l'agriculture. Aujourd'hui, le monde agricole, en ayant mis en concurrence un peu toutes les agricultures du monde, en ayant abandonné les barrières tarifaires, non tarifaires aux frontières de l'Union européenne notamment, on a des prix agricoles qui sont alignés sur les prix mondiaux. Et si on veut que les agriculteurs européens survivent, il faut mettre des subventions. Voilà, moi le premier, si on n'avait pas de subventions, on survivrait pas. Mais la question, c'est comment est-ce qu'on, d'une part, redonne du prix aux agriculteurs en remettant ces protections aux frontières et en répartissant mieux la valeur ajoutée, mais aussi comment est-ce qu'on réoriente la PAC, la politique agricole commune, pour qu'elle aille vers ce qui compte pour demain. Et ce qui compte, c'est vraiment le renouvellement des générations. Donc comment est-ce qu'on fait pour que la PAC, qui aujourd'hui est principalement liée à la surface, c'est-à-dire que plus on a de surface, plus on a d'aide, que cette dimension-là, cette idée de la distribution de l'argent public, qui est clairement mauvaise, qui est clairement aveugle, qui est clairement un instrument de la rente plutôt qu'un instrument du projet. Comment est-ce qu'on fait pour réorienter ce mode de distribution vers donc les actifs, vers les paysans, les paysannes, et aussi vers la transition agroécologique. Voilà, il y a eu beaucoup de débats un peu compliqués ces derniers temps sur l'agriculture biologique, par exemple, où on s'aperçoit que voilà, on a encore beaucoup de mal à faire évoluer cette pensée-là, que non, la PAC ne doit pas être un tiroir-caisse, mais bien un instrument d'orientation du système agricole. Et alors précisément, où est-ce qu'on en est maintenant et quels sont les points les plus importants pour vous sur lesquels, entre guillemets, il faudrait pas lâcher? Eh ben, on en est aujourd'hui à un moment un peu tard, c'est-à-dire qu'il y a eu les négociations, la PAC elle se négocie depuis un peu plus de 3 ans maintenant au niveau européen. Donc il y a eu beaucoup de négociations au niveau européen, il y a eu des textes qui ont été votés à la fois conseil donc les ministres de l'agriculture européens, le Parlement européen, donc les députés et la Commission européenne, donc l'instance administrative on va dire de l'Union européenne, qui sont en ce moment en train de finaliser les négociations. Donc on va avoir le cadre européen de la PAC là probablement d'ici un mois, malgré le fait que les discussions soient extrêmement compliquées au niveau européen. Entre autres parce que il y a un désaccord profond entre savoir, qui paraît complètement surréaliste, et qui l'est d'ailleurs, de savoir si la PAC doit ou pas tenir en compte les objectifs qui sont fixés par le Green Deal, par le Pacte Vert, qui a des objectifs en termes de réduction de gaz à effet de serre, de part de bio en termes de surface agricole, en termes de réduction des engrais azotés, des pesticides. Et il y a un vrai débat complètement surréaliste pour savoir si oui ou non la PAC doit s'aligner sur ces objectifs-là. Et a priori, c'est le non qui est en train de gagner. Donc voilà, on a encore une bataille. Vandana l'a dit, on a encore des batailles à mener au niveau européen. Et puis la nouveauté de cette PAC, c'est que il y a une plus forte, dans le langage techno, c'est subsidiarité, donc une plus forte des marges de manœuvre plus importantes qui sont laissées aux États membres. Donc là, nous, ça fait, au niveau de Pour une autre PAC et de nos organisations membres, ça fait un peu plus de 4 mois, 5 mois qu'on est en train d'essayer de négocier avec le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation pour justement essayer d'impulser des choses au niveau national pour obtenir des avancées, voilà, vers ce que j'ai dit, vers la prise en compte de l'environnement, du bien-être animal, du nombre de paysans dans les territoires, vers la relocalisation de l'alimentation aussi. Et voilà, Julien Denormandie, le ministre, a rendu ses arbitrages il y a 15 jours maintenant, et qui sont, clairement, qui nous sont extrêmement défavorables, où on s'aperçoit qu'on a bien du mal à gagner. Voilà, on a face à un ministre qui a plutôt choisi de renoncer, plutôt d'assurer une forme de stabilité, qui pour nous n'en est pas une d'ailleurs, plutôt que de vraiment s'engager sur les voies de la transition. Voilà, moi je considère que c'est une vraie faute politique, que c'est une vraie erreur de pas donner les moyens aux paysans de faire ces évolutions-là. Voilà, ça a été le choix
qui a eu lieu il y a quelques semaines. Donc voilà, nous on va continuer encore à se battre parce qu'il y a encore des choses à gagner, il y a encore des choses à construire aussi, puisqu'il me semble que voilà l'alliance qu'on a pu construire avec nos 46 organisations, avec des horizons divers, on a fait un travail monstrueux, je pense, depuis 5 ans, qui a donné vraiment un espoir fort aux organisations, aux militants, etc. Donc ça c'est un projet, je pense qu'on va continuer à porter et voilà, donc ça c'est quand même. Ouais, merci Mathieu. Pour une autre PAC, il y a bien sûr les vertus d'avancer entre professionnels ensemble, mais aussi d'engager le sujet dans un débat démocratique avec des actions de sensibilisation. Moi, en tant que citoyen ou en tant que consommateur, comment est-ce que je peux aider, comment est-ce que je peux soutenir votre plateforme ? Je crois que il y a déjà effectivement un enjeu individuel dans son acte de consommation qui est loin d'être négligeable dans effectivement cet acte-là, mais on a souvent tendance, notamment dans la bouche du ministre, de renvoyer toute la faute aux consommateurs si le monde agricole, si le bio se développe pas plus, si les circuits courts se développent pas plus, c'est de la faute des consommateurs. Moi, je crois que là, il y a une vraie erreur d'analyse et puis une vraie un vrai désaccord en tout cas, ou en tout cas les politiques publiques, quand on voit la place de la PAC, quand on voit la place du coût aussi des réparations de dégâts que peuvent causer certaines pratiques agricoles, qu'il y a une vraie place pour les politiques publiques, pour comment est-ce que qu'on arrive à avoir des politiques qui orientent vraiment les systèmes. Et là-dessus, le citoyen, pour le coup, il a toute sa place, c'est-à-dire il a toute sa place à travers la militance dans les organisations, par exemple. Je crois qu'aujourd'hui, on a des organisations qui sont extrêmement intéressantes, qui peuvent avoir un poids, pas toujours, on l'a vu encore ces dernières semaines, mais enfin, en tout cas, je pense qu'ils pèsent dans le jeu démocratique aujourd'hui. Donc cet engagement-là collectif, pour moi, ça reste le principal si on veut faire bouger les choses. Merci Mathieu. On reste ensemble pour garder du temps pour les questions-réponses. Je vais passer à quelques questions à Marc. Est-ce que Mathieu, il y avait quelque chose que tu voulais rajouter là maintenant tout de suite ou on garde pour après ? Marc, bienvenue. Des rebonds sur ce que Vandana, Mathieu vient de dire, ou sinon un éclairage sur comment est-ce que dans ce contexte, l'agroécologie paysanne peut vraiment apporter un modèle durable. Oui, d'abord sur les propos de Vandana Shiva et de Mathieu, moi j'approuve très fortement. Ils sont bons, hein ? Oui, leur métier c'est galérien. C'est-à-dire qu'il y a en face des puissances énormes et ils n'ont pas renoncé à se battre. Et moi, je rends hommage, je dis franchement, pour une autre PAC, au travail de Vandana Shiva, parce qu'effectivement, je crois qu'il n'y a pas d'autre issue que celle-là, c'est de rémunérer correctement des agriculteurs pour des pratiques paysannes qui nous assurent une alimentation saine et un environnement durable, sans pollution majeure, et sans préjudice pour les générations futures, c'est-à-dire sans perte d'humus des sols, sans effondrement des abeilles et ce genre de choses. Mais quand je dis ils sont galériens, et là je parlais éventuellement pour une nouvelle PAC, c'est que quand on essaye effectivement, à chaque fois qu'on parle il va falloir réformer la PAC, le premier mot qui sort, c'est subvention, tiroir-caisse. Et y compris tout de suite, on est, mission, alors tiroir-caisse, ça veut dire, on va les subventionner, ils ont besoin des aides, ce sont des mendiants, mais quand même, on va conditionner ces aides, et c'est foutu. Je dis tout de suite, on perd la bataille très tôt, je trouve, dans les réformes de la PAC, parce que justement, on ne parvient pas à sortir de ce schéma, où il y a une agriculture qui, à l'époque, il y a une époque ancienne, ils étaient correctement rémunérés par les prix, pour des raisons qui ont à voir avec les accords internationaux qu'il nous faut effectivement dénoncer. Moi, je partage complètement ce point de vue. Il faut s'aligner sur les prix internationaux. Et comme il y a une baisse de revenus, on va compenser ça par des subventions. Mais ceux qui produisaient beaucoup plus de blé, qui ont beaucoup d'hectares, ils auront des subventions proportionnelles aux surfaces. Évidemment, l'encouragement, tu l'as très clairement démontré, un encouragement à effectivement l'agrandissement pour avoir plus de subventions. Et quand vous avez des exploitations très grandes, écoutez, pour vos revenus, surtout qu'il est difficile aujourd'hui quand même, même dans une grande exploitation en France, quand vous faites de la betterave en concurrence avec la canne à sucre brésilienne sur une ferme de 40 000 hectares au soleil là-bas et sous les nuages chez nous, la betterave, quand vous faites de la poudre de lait pour exporter et ruiner effectivement les petits paysans du Sénégal qui produisent du lait, en Bretagne, avec des robots de traite, en compétition avec la Nouvelle-Zélande, ou même si c'est pour destiner la Chine, où il y a moins d'hiver, moins de foin, moins d'ensilage, moins à faire sur des fermes aussi de plusieurs milliers d'hectares,
Et puis, quand vous faites même un blé à 90 quintaux, avec des pesticides, avec des engrais de synthèse, des coûts considérables, le rendement est peut-être très élevé, mais comme vous avez détruit les engrais, vous avez détruit les pesticides, vous avez brûlé du carburant, vous avez usé des tracteurs, la valeur ajoutée est très faible, figurez-vous. Et c'est que sans les subventions à l'hectare, ce serait pas rentable. Et éventuellement, on exporte ça vers des pays du Sud dont les pouvoirs d'achat n'est pas très élevé, et on les vend évidemment au prix des concurrents ukrainiens, 10 000 hectares, 35 quintaux, quasiment aucun intrant. Évidemment, ça n'a aucun avenir. Et puis on a dit à des éleveurs bretons, écoutez, faites des poulets de moins de 40 jours, vous allez les alimenter avec du maïs et du soja brésilien pour exporter vers l'Arabie Saoudite. Et on a découvert qu'ils sont pas compétitifs avec les poulets brésiliens, où on produit le maïs et le soja culture tropicale, enfin le maïs culture tropicale. Vraiment, notre agriculture est dans un foutoir peu commun. Toutes les filières bas de gamme qui ont été de fait subventionnées avec les subventions à l'export à l'hectare, ben, je suis désolé, c'est cette agriculture industrielle, c'est celle-là qui nous pollue. Enfin, je vais pas refaire Vandana Shiva tous les dégâts des pesticides, des variétés en question, mais il nous faut revoir ça. Et oui, il y a des alternatives. Marc, il s'agit pas juste d'agriculture. Comment est-ce que l'agriculture est une pierre angulaire pour notre modèle économique et notre modèle de société? Comment est-ce que c'est un débat en fait qui nous concerne à tous les étages? Eh ben oui, on va voir l'attitude des consommateurs, mais pour l'agriculteur, pour le paysan, hein, eh ben il faut qu'il soit correctement rémunéré pour pratiquer une agriculture alternative. Et les solutions, elles ont déjà été un peu entamées. On ne signe plus les accords internationaux. On ne signe pas le Mercosur. On va même mettre des droits de douane à l'importation de soja et du tourteau de soja. On va rendre les importations de ces protéagineux plus coûteux. Et comme ça, les agriculteurs et les paysans français seront incités, et pas seulement français, hein, européens. Hein. La France est déficitaire pour les 2/3 en protéines végétales pour l'alimentation humaine et animale. L'Europe des 27 est déficitaire à hauteur des 3/4. Ben, vous savez ce qui va arriver? On va aussi taxer les engrais azotés de synthèse. Alors là, je vous dis tout de suite, les agriculteurs, les engrais azotés de synthèse sont plus coûteux et les protéines végétales sont plus rentables. Hop! Ils remettent des luzernes, des trèfles, des sainfoins, des lotiers, de la févrole, du pois chiche, du lupin, enfin toutes les sortes de protéagineux, et ils fertilisent le sol par la voie biologique et on n'a plus besoin d'engrais azotés de synthèse. Et les engrais azotés de synthèse, on sait que c'est coûteux en énergie fossile, donc on importera moins de gaz naturel russe ou norvégien, et c'est ce moins émetteur de protoxyde d'azote, gaz à effet de serre, principale contribution d'agriculture française au réchauffement climatique. Vous voyez, on taxe les engrais azotés de synthèse, on rémunère pour des protéines, et hop, on a trouvé la solution. Moi, je suis prêt à rémunérer les agriculteurs par la qualité de leur travail. Et là, c'est la rémunération des protéines. Et alors, évidemment, on veut que les agriculteurs pratiquent une agriculture saine, biologique. Et ben là, le ministre vient de dire, on peut aider à la conversion parce qu'il y a quelques risques, mais on n'aide plus au maintien. Et ben non, pas du tout. D'abord, c'est pas une aide à l'agriculture bio. C'est quand vous faites une agriculture biologique, dites-moi bien, vous séquestrez du carbone dans les sols. Dans vos rotations, vous avez mis des légumineuses, vous avez ressuscité des abeilles, et puis vous avez mis plus de gaz à effet de serre, et puis ça nous fait une alimentation saine. Mais juste là, les abeilles, c'est bien un service d'intérêt général. Ben, le contribuable, les impôts, comme disait Vandana Shiva, nos impôts, ben, plutôt que de subventionner l'hectare, écoutez, on vous rémunère pour un service environnemental, un peu comme un enseignant. Moi, que j'étais enseignant, on m'a jamais dit que mon salaire, c'était une aide. Monsieur Dufumier, vous avez besoin d'une aide? Oh, le tiroir caisse, enfin, mettre des conditions. Non, on m'a dit, Monsieur Dufumier, vous faites un bon cours et vous serez peut-être bien rémunéré. Et je trouve ça normal que le contribuable participe à, quand des agriculteurs sont rémunérés pour des services d'intérêt général, ils sont correctement rémunérés pour ce service. Et puis du coup, ben, ils sont nombreux, du coup, les agriculteurs qui peuvent être rémunérés pour commencer à modifier leur système de culture, séquestrer du carbone, à une alimentation saine, sauvegarder les abeilles, les coccinelles vont s'attaquer aux pucerons, les carabins vont s'attaquer aux limaces, les mésanges bleus vont s'attaquer à l'arbre du carpocaps, on ne mettra plus de pesticides, on ne mettra plus de fongicides. Ben, rémunérons-les. Voilà. Et ben, je peux vous assurer que la transition agroécologique, elle serait bien plus rapide. Sauf que vous savez ce qu'on me dit? Tu rêves. Et alors, qu'est-ce qui vous donne le goût de rêver et de réaliser encore? Où on en est dans les politiques publiques? Est-ce qu'il y a quand même des ingrédients où vous dites, allez, on tient le bout? Alors, c'est quand même parce qu'il y a Mathieu, c'est quand même parce qu'il y a des gens qui galèrent. Hein. Moi, je rêve et heureusement, il y a des galériens. Hein.
Mais il nous faut être honnête, hein. Il nous faut changer radicalement et notre agriculture, on n'y échappe pas. Nos filières bas de gamme sont sans avenir, ça n'assure pas un revenu décent aux agriculteurs. Et puis, les coûts d'un lait pas cher, il est très cher, c'est qu'on paye des impôts pour retirer les algues vertes. Le coût d'un pain pas cher, c'est que ça nous coûte très cher pour qu'il y ait dans l'eau du robinet, il n'y a pas d'atrazine. Hein. Donc les coûts ne sont pas... Il nous faut vraiment refondre complètement notre compréhension de l'économie. Il faut rémunérer les services environnementaux positifs. Il faut taxer certaines pratiques pour que les gens en soient dissuadés. Il faut évidemment parvenir à interdire des produits dangereux. Mais comprenez que dit, on interdit les néonicotinoïdes, on va sauver les abeilles. Et 3 années après, on dit, comme la betterave en a besoin, la jaunisse, hop, on les rétablit. Alors ça, si effectivement on n'aide pas les agriculteurs à trouver une substitution à vous savez, les néonicotinoïdes, c'est un pesticide qui enrobe les semences, ça rentre dans la croissance de la plante, et quand le papillon, quand et les butineuses, hein, les abeilles viennent chercher le pollen, elles meurent, en tout cas elles sont déboussolées à cause de ce pesticide. Donc ça, il faut terminer avec ça. Mais c'est pas avec une molécule de substitution, c'est pas avec ce genre de choses qu'on y parviendra. Non, c'est une révolution agricole du point de vue des systèmes productifs bien plus compliquée. Et c'est évident que si on dit seulement on interdit dans 3 ans, 3 ans après, on découvre comme on n'a pris aucune décision destinée à la transition agroécologique, on réautorise. Alors là, c'est tromperie, il y en a marre. Hein. Il y en a marre. Donc, moi, je veux dire, moi, merci de garder votre fougue, de gens Marc. qu'on pourrait mettre en prison. Merci. Merci de garder cette énergie et puis cette acuité. Est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel j'ai oublié de vous interroger et qui aurait été important comme ingrédient pour notre discussion à rajouter avant de laisser peut-être la parole à Mathieu et puis ensuite les questions à la salle? On ouvre le champ. Merci beaucoup Mathieu et Marc. Discutons ensemble. Oui, vous avez raison. On va avoir une belle quinzaine de minutes à peu près, c'est ça, hein, pour se représenter un petit peu. Combien de personnes aimeraient interroger Marc et Mathieu ou témoigner? Je vois qu'il y a deux mains, donc on va y aller tranquillement une par une. Madame, en français c'est très bien. Oui, j'enlève mon masque parce que ça sera plus... merci. Sophia Lagdar, membre du conseil d'administration de Bioconsommateurs. Vous avez oublié de le citer pour une autre PAC, mais il n'y a pas de souci. Je fais partie, j'ai présidé cette association jusqu'à l'année dernière, et je fais partie du conseil d'administration de Biocop au sens de dans la section E, les sections des consos. J'avais plusieurs questions pour tous les deux. La première, c'est que pensez-vous du HVE, les nouveaux critères de haute valeur environnementale qui en fait font que la bio est moins disante qu'un poulet élevé en batterie 30 jours parce que justement il vit moins longtemps, donc c'est mieux pour l'environnement. Et quels sont les enjeux en fait politiques derrière, notamment par rapport à l'ADEME et à cette qualité? Que faire aussi pour faire en sorte qu'il y ait les externalités positives soient calculées dans le prix? Est-ce qu'il y a des indicateurs qui sont déjà mis en place? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est compliqué à mettre en place ou pas? Et est-ce qu'il y a peut-être des actions qui sont dans les tuyaux? Et enfin, ne serait-il pas temps de pouvoir faire des actions de plaidoyer sur la fiscalité, une fiscalité sociale et environnementale, puisque de la bio qui fait 3 fois le tour de la planète avec des œufs chinois, du blé roumain ou que sais-je, qui a fait 3 fois le tour de la planète, notamment en GMS, donc en grande et moyenne surface, c'est toujours de la bio, mais finalement elle est moins disante qu'une bio paysanne locale, enfin en tout cas en circuit court. Du coup, est-ce qu'il ne serait pas temps qu'on puisse, nous, organisations de la société civile, œuvrer aussi pour que les prix s'ajustent en matière de fiscalité, permettre une accessibilité prix à toutes et tous pour des produits bio plus vertueux en matière non pas seulement environnementale, mais également sociale. Merci. Merci pour ces questions, recommandations. Les réponses courtes pourraient être oui, mais ça nous intéresse de vous entendre sur ces sujets du quotidien, même si avec une part technique. Oui, je compte. Alors HVE, haute valeur environnementale, c'était une proposition d'ailleurs d'organisation environnementale, une époque,
L'idée, elle est qu'effectivement, quand on parle de produits bio, on voit surtout la filière et une filière de production. Et à haute valeur environnementale, c'était l'idée, mais est-ce qu'on pourrait pas labelliser, ou en tout cas quelque chose de plus territorial à l'échelle de la ferme et autres. C'est-à-dire que du point de vue intuitif, je trouve que HVE, c'était pas idiot. Hein, pas seulement labelliser la qualité d'un produit à travers des processus productifs, mais comme l'agriculture, il y a des rotations, il y a des assolements, il y a des associations agriculture-élevage, c'est extrêmement compliqué, et ben d'arriver à ce que des pratiques intelligentes sur ce plan-là soient correctement rémunérées. L'utilisation qui est faite aujourd'hui du HVE sous la forme de subventions avec un certain nombre de points et tout, je pense que Mathieu dira où il en est, mais c'est dramatique. C'est-à-dire qu'on a fait de ce HVE quelque chose de dramatique. D'abord, c'est un peu le prétexte aussi pour ne pas rémunérer le bio et ne plus aider au maintien. Ça, je trouve, c'est assez dramatique. Et la façon dont on dit, on va conditionner avec quelques points pour s'approcher de ce qu'est les différentes étages du HVE. Je vous dis tout de suite, c'est Mathieu en parlera sûrement mieux que moi, mais l'utilisation qui en est faite aujourd'hui par les pouvoirs publics et les pouvoirs publics français en tout cas, c'est dramatique. Comment rémunérer les externalités négatives? Je pense qu'il faudrait arriver, plus que des indicateurs trop rapides, je pense qu'il faudrait des négociations, peut-être même régionales, et une voie contractuelle. C'est-à-dire, il y a des régions où vraiment la priorité, c'est la séquestration. Alors il y a le bio, ça qui pourrait, lui c'est clair, c'est à quel prix êtes-vous prêt à nous faire ce bio et on vous rémunère à ce prix-là. C'est par la voie contractuelle, c'est pas des compensations carbone. Cette pratique, elle vous diminue les rendements et on va vous compenser. C'est pas ça du tout. Non, c'est vous nous rendez un vrai service. Vous mettez en place des infrastructures écologiques qui vont héberger des mésanges, des carabes, des coccinelles, des abeilles, des pollinisateurs et autres. Voilà, dites-moi combien ça vous coûte. À ce prix-là, top là, je vous paye. Et un contrat d'assez longue durée, bien sûr. C'est pas on met la haie en place, mais on l'entretient. Donc c'est des contrats de longue durée. Et ce serait par la voie contractuelle, un petit peu à l'image de ce qu'étaient les contrats territoriaux d'exploitation il y a une époque assez antérieure. Et c'est vrai qu'avec le nombre d'agriculteurs qui sont aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile à négocier. Et en tout cas, c'est moins tatillon et moins insupportable que les aides conditionnées avec vous avez tant de points de HVE, tant de points de plus. Enfin, voilà. Mais je pense que c'est faisable, y compris l'époque des contrats territoriaux d'exploitation qui n'ont pas duré suffisamment longtemps. C'est pour ça qu'il faut être aussi endurant dans ce genre de paiement d'externalités positives, de services environnementaux positifs. Je crois que c'est faisable. Et alors la fiscalité, moi je vais vous dire, alors c'est franchement simple. Je taxe les engrais azotés de synthèse. Vous allez me dire, c'est une taxe carbone. Oui, par rapport à la taxe carbone qui handicapait les gens qui habitent les lointaines banlieues et qui sont contraints de remblayer leur voiture parce qu'ils sont loin des transports en commun et ce genre de choses, je vous dis là, c'est très différent. On taxe les engrais azotés de synthèse, qui est d'ailleurs une taxe carbone, c'est vraiment ça le truc. Et je vais vous dire, l'alternative, on la connaît, c'est les légumineuses qui vont fertiliser le sol par la voie biologique en azote. Et vos fiscalités, on met des droits de douane à l'importation des protéines importées du Brésil. Je vais vous dire, c'est tout de suite une rémunération correcte pour les agriculteurs. Et je vais vous dire, c'est pas compliqué. Sauf qu'il faut renégocier, évidemment, le Mercosur, donc ne pas ratifier le Mercosur. Mais je vais vous dire, il nous faut impérativement, l'Europe, les 27 là, on le dit. Allez, désormais, le libre-échange, la compétition, où on met des agriculteurs équipés de moissonneuses-batteuses, avec des gens qui travaillent à la main, c'est terminé. Tous les peuples ont le droit de protéger leur agriculture vivrière et de mettre les droits de douane à la hauteur de ce qui est nécessaire pour que leur paysannerie soit correctement rémunérée. Et cette espèce de protectionnisme, souverainisme et autres, c'est pas du tout du franchouillardisme. Imaginez que nous mettions des droits de douane sur l'importation de soja brésilien. Vous croyez que ça fait du tort aux Brésiliens? Moi, les Brésiliens, quand je leur dis il nous faudrait en France produire des protéines françaises sur le territoire français pour des animaux français avec l'azote de l'air français, je joue franchouillard. Et ils me disent, eux, qui sont pas fiers de voir que leur soja nourrit nos cochons, nos volailles, nos ruminants. Ils préféraient que ça nourrisse des Brésiliens. Les Brésiliens, trop pauvres, ont faim et souffrent de malnutrition parce que nos cochons sont plus riches et parviennent à leur acheter. Ça, il faut arrêter ce cirque. C'est pas de franchouillardisme. L'idée de gérer en circuit court, vous savez, on dit la photosynthèse, la fertilisation biologique de l'azote, les légumineuses, en circuit court, remettre des animaux sur la paille, l'urine des animaux vont rejoindre le carbone de la paille, fabriquer du fumier, ça va pas fertiliser des algues vertes, etc. Mais c'est tous les peuples du monde qui ont intérêt à faire ça. Et y compris
au Brésil, les Brésiliens mangeraient mieux si nos cochons ne mangeaient pas leur soja. Il faut être très clair, les gens qui sont dans les bidonvilles. Mais ces gens étaient concurrencés par l'agriculture hyper lointaine. Mais sachez aussi que si l'Europe disait, en échange de cette protection-là, nous renonçons à vouloir exporter vers les pays du Sud, là où les gens ont travaillé la main, les pays déficitaires, nos excédents de produits bas de gamme, mais je vais vous dire, les pays du Sud, la femme qui repique du riz à la main ne serait plus en concurrence avec un riz de Camargue ou de l'Arkansas, j'allais dire, produit 200 fois moins de travail dans le sac de riz concurrent que dans le sien. Donc c'est la souveraineté des pays du Sud et des pays déficitaires de donner le droit à leur paysannerie de vivre et travailler dignement, de nourrir par eux-mêmes leur peuple sans qu'ils aient à dépendre de notre poudre de lait, de nos poulets bas de gamme et de notre blé. Ils pourraient manger du mil, ils pourraient manger du sorgho plutôt que du pain, hein, et ce genre de choses. Mais c'est tous les peuples, et y compris peut-être même, ne seraient-ils pas contraints de rejoindre les bidonvilles et de traverser le désert libyen, la Méditerranée? Mais attendez, c'est tout ça qu'il nous faut résoudre. Et c'est un seul et même problème, hein, Vandana Shiva disait comme ça. Hein. C'est bien un seul et même problème. Hein. Il faut faire le lien entre toutes ces politiques. Mais on est tous d'accord, tout le monde reconnaît qu'il faudrait que les gens soient moins contraints à migrer. Tout le monde souhaiterait avoir une alimentation saine. Tout le monde souhaiterait qu'il y ait de l'humus dans les sols. Tout le monde souhaiterait qu'il n'y ait pas d'effondrement des abeilles. Mais il y a des méthodes pour ça. Et la fiscalité en est une, mais c'est peut-être même la plus commode. Mais pourquoi n'a-t-on pas le courage de renégocier et de dire ils ont le droit de se protéger? Nous, de toute façon, on va cesser d'exporter ces produits de bas de gamme, on va libérer des terrains pour produire des protéines, et les Brésiliens seront plus heureux. Mais je comprends pas, moi. Qu'est-ce qu'on attend, s'il vous plaît? Mathieu, qu'est-ce qu'on attend? Merci Marc de nous aider à voyager sur ces grandes diagonales. Mathieu, toi qui es aussi un acteur de terrain, tu le disais, hein, éleveur, comment est-ce que ça se joue pour toi en tant que paysan sur ces questions-là de HVE, ces questions de fiscalité, ces questions qui sont hyper techniques et qui pourraient nous faire croire que ça t'éloigne de tes vaches et en même temps qui contraignent ton quotidien? Il y a un peu les deux questions. Il y a la question de comment est-ce qu'on fait les transitions, et je pense qu'à la base, effectivement, tu l'as dit, HVE, haute valeur environnementale, c'était une mesure qui était portée notamment par France Nature Environnement. Et tiens, j'en profite au tout début pour saluer Bioconsomacteur qui fait effectivement partie des organisations de la plateforme, mais il y en a 46, donc je les ai pas toutes citées, je m'en excuse. Et donc, effectivement, oui, HVE faisait partie de ces solutions qui avaient été imaginées pour dire, voilà, aujourd'hui, on a des agriculteurs qui sont, en gros, à tous les niveaux de la transition agro-environnementale. Il y en a qui sont très élevés, il y en a qui sont très loin. Je pense que voilà, la grande majorité des paysans, ils se posent plein de questions, ils essayent de faire mieux, etc. Et la question, c'est comment est-ce qu'on arrive à leur donner les moyens? Comment est-ce que les politiques publiques arrivent à donner des outils, arrivent à donner des accompagnements pour faire ces transitions-là? Et HVE pouvait faire partie de ces propositions-là. Sauf qu'aujourd'hui, le label HVE, haute valeur environnementale, ça concerne quasiment personne, hein. Je crois que c'est 8000 fermes en France. Enfin, c'est vraiment rien du tout. Principalement des fermes en viticulture qui produisent du vin, et c'est largement plébiscité par les coopératives et même par la grande distribution qui cherche à se démarquer dans les rayons des grandes surfaces plutôt que par les agriculteurs eux-mêmes. Et nous, ce qu'on a pu constater, c'est que le cahier des charges, en fait, était largement insuffisant. Donc, on dit, bah voilà, éventuellement, ça peut être une marche HVE. Le problème, c'est que c'est souvent vu comme un cul-de-sac et non pas comme une marche. Et le cahier des charges aujourd'hui est largement insuffisant sur plein de points. Donc c'est pour ça que nous, collectivement, pour une autre PAC, on dit non, on veut pas de ce label-là, comme étant un élément de rémunération des aides de la prochaine PAC. Et l'autre élément, peut-être à travers tout ce qui a été dit, notamment sur la fiscalité, c'est la question du prix, du prix des produits, du prix de l'alimentation. Moi, je considère que le prix de l'alimentation aujourd'hui est pas à sa juste valeur. Il est pas à sa juste valeur pour plein de raisons, entre autres les accords internationaux. Mais on constate aussi que il y a une précarité alimentaire qui grandit de plus en plus. Hein. Je crois qu'en 2008, il y avait à peu près 3 millions de Français qui étaient en précarité alimentaire, en situation de précarité alimentaire. Aujourd'hui, il y a
avant la crise du Covid, on était à 5 millions. Aujourd'hui, on est rendu à 8 millions. Donc, on voit bien qu'il y a un vrai sujet, et, enfin, qu'il n'y a pas qu'un sujet, qu'il y a une réalité vécue dans les corps de tous les jours, de pas réussir à se nourrir correctement ou de pas réussir à se nourrir avec une alimentation choisie, une alimentation qu'on peut cuisiner, une alimentation qui est adaptée à notre culture, à notre envie, etc. Donc, on voit bien que cette question du prix de l'alimentation, de l'accessibilité, elle est assez centrale. Et aujourd'hui, la crainte qu'on a, et notamment à travers la PAC, c'est vraiment d'avoir une espèce de dualisation de l'agriculture. Donc, c'est-à-dire une agriculture un peu de niche, un peu bio, un peu circuit court pour les plus aisés ou pour les plus élevés culturellement, etc. Et une alimentation bas de gamme, largement importée ou pas d'ailleurs, ou produit en France pour les plus consommateurs, pour les plus pauvres, pardon. Et donc voilà, c'est vraiment ce risque-là qu'on court aujourd'hui et auquel effectivement, moi je partage que voilà cette prochaine PAC ne va pas réussir à s'attaquer à cette question-là. Bon voilà, on a des rendez-vous politiques assez fréquemment pour pouvoir se dire que c'est le moment d'inverser la donne. Mais voilà, en tout cas, il y a aussi ces questions-là à la fois de transition, à la fois du prix de l'alimentation qui sont en tout cas à traiter très rapidement. Merci Mathieu. On avait une question au fond et peut-être une question devant. On prendra les deux ensemble. C'est notre dernier round entre guillemets. Merci. Et puis il y a le monsieur aussi derrière. Bonjour. Bienvenue. Merci pour vos interventions. Je m'appelle Damien. Je suis ingénieur déserteur qui s'intéresse de près au monde de la paysannerie. Je voulais savoir justement pour poursuivre ces questions sur la fiscalité et vous parliez Mathieu de la précarité alimentaire. Qu'est-ce que vous pensez de la proposition de Bernard Friot d'une sécurité sociale alimentaire analogue à la sécurité sociale où tout le monde cotiserait selon ses moyens à une caisse et qui permettrait de reverser à toutes et tous un budget mensuel qui permettrait d'acheter des aliments conventionnés, donc qui permettrait de subventionner l'agriculture que l'on veut. Donc on pense à une agriculture justement davantage bio et locale et qui redonnerait voilà les moyens de se nourrir correctement, sainement et de donner du souffle aux agriculteurs et aux agricultrices. Merci. Merci. On va prendre tout de suite la deuxième question. Je vous laisserai répondre sur la sécurité sociale alimentaire. Oui, Bertrand Séné, donc moi je suis économiste écologiste. Il y a une chose en fait qui me frappe beaucoup dans tout ce que vous avez décrit, c'est qu'au fond notre système actuel, il manque énormément d'intelligence collective. C'est-à-dire que en fait on privilégie dans le système actuel certaines logiques, vous l'avez dit, le libre-échange, essayer de maximiser la production, quelles qu'en soient les conséquences. Et on voit bien qu'en fait, il y a plein de logiques qui sont extrêmement importantes et qui sont complètement négligées. Donc, à mon avis, ce dont on a le plus besoin demain, c'est d'organiser nos systèmes de décision de façon à prendre en compte tous les éléments. Il y a actuellement un collectif qui est en train de se créer, qui est pour une convention citoyenne pour le renouveau démocratique. Et je pense que c'est vraiment l'urgence parce que tant qu'on aura les modes de décision actuels, quand vous avez parlé du ministre, l'expression que vous avez utilisée, elle est vraiment frappante, quoi. Faire des arbitrages. C'est-à-dire qu'il y a un type tout seul, ou avec le président, qui va dire, oh bah ça c'est mieux, ou ça c'est pas bien, ou ça. C'est pas de l'intelligence collective, ça. C'est pas possible. On peut pas continuer comme ça. Donc voilà. Merci Bertrand de nous inviter à célébrer toutes les biodiversités et aussi celles de nos intelligences. Sur la question de la sécurité sociale alimentaire et puis sur l'intelligence collective. Mathieu. Sur la question de la sécurité sociale alimentaire, effectivement, c'est un travail qui a été commencé, qui a été débuté avec Bernard Friot il y a quelques années, alors moi je suis pas ça de très près, mais en tout cas qui donne des vraies perspectives et qui donne en tout cas un vrai espoir sur la façon dont on peut réorganiser, dont on peut socialiser, dont on peut remettre du collectif et puis remettre de la solidarité y compris dans notre système alimentaire. Donc c'est clair que ça c'est un vrai chantier à travailler. Je crois qu'il y a certains candidats aux élections régionales là par exemple qui se sont engagés à essayer de mettre en place des expérimentations, etc. Donc je pense que c'est un sujet qui va faire son chemin. En tout cas je l'espère, parce que ce sujet de la précarité alimentaire, pour moi, et de la précarité alimentaire, pour moi il est, enfin à titre personnel de paysan, moi mon boulot c'est de produire de l'alimentation, quoi. Donc c'est vrai que dans un pays comme la France, de me dire putain, nous paysans on n'arrive même pas à fournir de l'alimentation à nos concitoyens, enfin moi c'est un truc qui me choque au plus profond de moi-même en fait. Et en fait ce qu'on s'aperçoit assez vite, c'est que
En fait, ça a été érigé en système, cette précarité alimentaire, rendue à 9 millions ou à 8 millions et quelques de gens en situation de précarité alimentaire. En fait, c'est pas de l'urgence, c'est un système qui a été créé comme ça et qui a été encouragé d'une certaine manière, sans doute, voilà, il faut sans doute nuancer un peu, mais par les systèmes des dons, enfin de défiscalisation des dons des grandes surfaces aux associations caritatives, qui sans doute d'une part, enfin institutionnalisent encore plus ce système. Donc il y a sans doute plein de choses à retravailler, mais qui dépassent largement le cadre de la PAC, etc. Parce que là aussi c'est une question de redistribution des richesses dans la société, etc., etc. Et puis après sur la deuxième question sur la démocratie, autour d'une bière on pourra discuter de comment se font les négociations parce que il y a plein d'anecdotes pas tristes hein, pour tout dire pour être depuis 6 mois dans les négociations avec le ministère, c'est clairement ça, hein, c'est clairement des arbitrages et c'est pas une négociation hein, enfin nous je crois que en tant que collectif de 46 organisations qui s'est vraiment réuni sur ces valeurs-là d'échange, de travail collectif, de dépasser les clivages, de construire un consensus commun. Et je peux vous dire qu'il y a 46 organisations avec des horizons aussi divers, des tailles aussi différentes. Quand on est paysan ou quand on est organisation environnementale, ou quand on est organisation de bien-être animal, les discussions elles sont quelquefois vives, elles sont difficiles, mais on avance, on a réussi à construire, à produire de l'intelligence collective. Clairement, on a réussi à dépasser plein de choses pour avancer. Et quand nous plateforme, on fait une demande de rendez-vous au ministre, 6 demandes de ministre et 0 rendez-vous, c'est clairement enfin voilà, moi c'est du mépris qu'en fait, c'est du mépris et qui est extrêmement choquant, je trouve, de la part enfin qui en dit long sur la façon dont on fonctionne aujourd'hui dans la société. Donc c'est clair qu'on a un vrai besoin de renouveau démocratique, de comment est-ce qu'on remet en place des consultations citoyennes, certes, mais aussi consultations des organisations, enfin des citoyens organisés, on va dire. Donc oui, clairement, c'est un vrai défi ça pour les années à venir. Merci Mathieu pour ton engagement. Oui, sur l'intelligence collective, moi je note quand même de très réels progrès dans l'opinion publique. C'est-à-dire l'idée que les questions d'alimentation, les questions techniques agricoles, les questions environnementales, y compris à l'échelle mondiale, c'est un seul et même problème et qu'il faut prendre ça. Et que même si chacune de nos associations, alors ça se traduit d'ailleurs, moi je rends hommage très honnêtement aux plateformes comme la plateforme pour une autre PAC, parce qu'effectivement vous avez des débats internes et de temps en temps même il y a des tensions. Hein. Moi j'ai présidé aussi, vous savez, Commerce Équitable France, et dont Biocop est adhérent et sans doute d'autres ici présents. Évidemment il y a beaucoup de tensions au sein des membres qui appartiennent à ces fédérations, mais il y a quand même des valeurs partagées et on voit bien aujourd'hui que l'idée, non mais ton produit bio est-il équitable? Ah, il n'est pas équitable, bing, je tire. Ton produit équitable, est-il bio? Non, alors bing, je tire. Et puis, alors ce sectarisme-là, il est en voie de disparition. Enfin, je sens dans la nouvelle génération, moi je le dis très clairement par rapport à ma génération qui était peut-être plus lutte des classes et puis ce genre de choses. Enfin, je pense qu'au sein de la société civile aujourd'hui, et qui devient quand même un peu plus forte, même si en face les camps sont monumentalement hostiles à ce qu'on défend, mais là vraiment je pense qu'il y a vraiment une très large progression, que c'est pas parce que chacun de nos combats sont imparfaits qu'il faut tout de suite dénoncer notre ami, et parce que parfois le sectarisme c'est on dénonce les amis plutôt que de s'attaquer en face. Alors par contre, après l'intelligence collective à un niveau, pour quand même que ça passe à un niveau politique large dans une société démocratique, alors là je pense qu'on souffre énormément effectivement aujourd'hui d'une économie de marché que je qualifierais volontiers quand même de capitaliste, pour être très clair. C'est-à-dire que même on l'a vu chez Danone, a commencé à introduire quelques petites préoccupations un peu autres et environnementales. Vous faites ça, les actionnaires ils ont dit non, t'arrêtes, tu pars. Et moi je trouvais que c'était timide ce qu'ils faisaient. Donc soyons clairs, tant que cette économie-là fonctionne sur la base du taux de profit de ceux qui investissent du capital argent, et quand, y compris qu'on va dans d'autres pays, l'agriculture paysanne, voilà, on a un exemple de quelqu'un qui travaille pour son propre compte, peut-être un salarié, etc., mais c'est quand même une agriculture familiale diversifiée et autres. Et quand vous êtes au Brésil avec 40 000 hectares, l'exploitant, il passe le barbecue dans l'exploitation le dimanche, mais sinon il est peut-être notaire à San Salvador, il n'investit que du capital, le gérant est un salarié. Lui, c'est est-ce que mes systèmes de production peuvent rapporter autant que l'immobilier, autant que le commerce, autant que les casinos à Miami Beach? Et ça ne fait que des systèmes monocultures destructeurs. Et ça, quand même, faudra y mettre fin un jour.
Alors, est-ce que pour autant, l'intelligence collective, c'est, du coup, on va planifier l'agriculture comme on faisait en Union soviétique, planification centralisée, bureaucratique, là je passe à l'échelon au-dessus, mais c'est quand même un vrai débat, d'avoir essayé, tenté dans l'agriculture de renoncer à l'économie de marché. Alors là, franchement, je vous dis tout de suite, je préfère encore un paysan qui va décider du choix de production en fonction des rapports de prix, qui va décider de la date de récolte en fonction de la perspective d'orage, que l'État, son intelligence serait telle qu'il serait capable de gérer pour tout ça. Et je pense néanmoins, je vous dis tout de suite, qu'on a eu en Europe, au début de la politique agricole commune, une politique qui était une politique des prix. Et c'est d'ailleurs cette politique des prix qui était incitative à faire du sucre, du lait, de la viande, et dissuasive à faire du soja, du lupin, des pois fourragés. C'est d'une redoutable efficacité. Quand vous avez des agriculteurs très autonomes dans leurs décisions, ils ont des rapports de prix, et en fonction de ces rapports de prix, plus ou moins incitatifs, plus ou moins dissuasifs, la vitesse de réponse, même si quand on est très endetté, et changer de système de production, c'est difficile, il y a une inertie, mais n'empêche que le mieux, c'est quand même une bonne régulation d'économie de marché. Et là, vraiment, il nous faudrait revenir à ça. Il y a vraiment urgence. On va rémunérer les agriculteurs par les prix et pas par des dons conditionnés et ce genre de choses. Merci beaucoup Mathieu et Marc. Merci. Merci Marc. Je ne me lève pas uniquement en tant que facilitateur en intelligence collective pour bien distinguer qu'il y a une différence entre le collectivisme et l'intelligence collective qui valorise l'ensemble de la diversité des jeux en bonne cohérence avec le nous, mais c'est bien parce qu'il y a des jeux, des individus, des forces vives locales que territorialement, nationalement, planétairement, nous sommes plus forts et plus heureux. Mais c'est aussi pour donner la parole à Nadji Roussal, qui est avec nous en vidéo, qui est le président du réseau africain des organisations paysannes. On va revenir ensuite pour quelques minutes. Ça peut être, je sais que certains d'entre vous ont des questions, des témoignages de fin, on pourra les prendre en message de conclusion. Mais d'abord, notre ami Nadji Roussal. Bon, bonjour. Bon, la question qui est posée, c'est lié à la souveraineté alimentaire de nos pays africains, fondamentalement, qui est une visée de la politique agricole de la CEDEAO. Pour y arriver, ce qui est derrière cette question, c'est de dire, écoutez, arrivons à avoir des politiques alimentaires basées sur nos productions, globalement, et pour y arriver, il faut savoir construire nos propres marchés. Et la position du libre marché, du libre échange, n'aiderait pas dans ce sens à aller dans cette visée. La première chose à chercher en Afrique de l'Ouest, c'est d'accompagner la construction de nos marchés au niveau national et au niveau régional. La libre circulation de ces procédures, le respect de la libre, je dirais même de la préférence alimentaire, culinaire de nos différents pays et en fonction de nos différentes recettes. C'est sur cette base en même temps que va se créer la construction de nos propres économies, qu'elles soient au niveau local, national et régional. Et c'est ça qui pourrait aider effectivement au développement de cette région ouest africaine, qui a toute une forme de richesse en termes de variété et pour aider à cette souveraineté alimentaire, pour mieux défendre et puis en même temps. La question, quand on la rassemble, la question de la souveraineté alimentaire, c'est de diminuer la dépendance alimentaire. Et, bon, la pandémie actuelle de Covid-19 nous a prouvé effectivement c'est un combat ardu qu'il faut gagner et dans l'ensemble des pays du monde et plus particulièrement en Afrique où nos économies sont très fragiles. Merci. Merci beaucoup à nos amis de la ROPA, du ROPA, pardon. Allez, il nous reste 5 minutes pour des messages de fin. Est-ce que vous pouvez lever la main? Est-ce qu'il y en a d'autres juste pour qu'on calibre un petit peu le temps des interventions et les retours possibles sur scène? Ok, je vous en prie. Bon, bonsoir, Jacques Godard. Je voudrais apporter un témoignage et puis une question aux deux intervenants. Mais d'abord, oui, confirmer les questions de collègues africains là, qui évidemment posent la question des échanges, notamment de l'Europe avec les pays d'Afrique, qui sont totalement en défaveur des économies agricoles de ces pays. Et c'est pas d'aujourd'hui,
Mais là, ça se légalise, disons, parce que j'ai eu, alors là c'est la partie témoignage, il y a déjà bientôt 40 ans, j'ai eu l'occasion de travailler pendant 4 ans au Burkina Faso pour essayer justement de soutenir les agricultures vivrières et paysannes. Et en fait, on était déjà en concurrence totalement déloyale avec les produits qui nous venaient d'Europe, que ce soit le lait en poudre ou les céréales. Donc c'est pas nouveau. Et en fait, à l'époque, on a décidé que c'était plus utile de rentrer chez nous pour essayer de changer ce système agricole. C'est ce que j'ai essayé de faire. Je me suis installé en 87 et je suis déjà à la retraite. C'est passé très vite. Donc le problème aujourd'hui, c'est que on a en face de nous un système qu'on peut qualifier de monstrueux, totalement inégalitaire et pour y résister, il va falloir être très fort. Mais je pense que les bonnes nouvelles, c'est, par exemple, ce que Marc a expliqué, c'est que les solutions, aujourd'hui, on les connaît. On est tous porteurs d'une partie de ces solutions. Et en fait, l'autre bonne nouvelle, c'est que on arrive au stade de coordination. Coordination pour une autre PAC, coordination citoyenne. Et je pense que c'est dans ce sens-là qu'il faut vraiment qu'on travaille. Et on n'a pas le choix, et il faut faire vite. C'est le seul espoir. Donc, cet espoir, c'est que vraiment, par exemple, en repartant chez nous, eh bien, là c'est une question, est-ce que, donc, parmi ces 47 associations de la plateforme, dans chaque département, dans chaque région, il faudrait qu'on puisse aussi coordonner, décentraliser cette coordination pour, comme diraient les Haïtiens, mettre tête ensemble ou créer notre intelligence collective et puis travailler des projets locaux en phase avec les enjeux du département, de la région et interpeller nos politiques et ne pas les lâcher. Pendant toute la durée du mandat, venir avec des cahiers de doléances et régulièrement les interpeller où on en est, la gestion des budgets, voilà, et la fiscalité, toutes ces questions-là. Mais il faut construire des coordinations locales durables. C'est un avis, qu'est-ce que vous en pensez ? Merci beaucoup Jacques, à la fois pour votre témoignage et votre engagement en tant qu'agriculteur et puis maintenant au sein aussi de l'association Sol. Allez, les messages de fin pour vous. Je remercie tous ceux qui nous ont suivis, qui nous suivent encore sur les réseaux. Ces vidéos sont enregistrées, partageables, n'hésitez pas. Mathieu, avec une nouvelle PAC. Ouais. Non, mais effectivement, moi, je crois beaucoup au pouvoir de faire changer les choses collectivement. Ça, c'est clair enfin, on voit bien hein, dans les différentes façons de faire, dans les différents territoires, il y a plein de choses super qui se font, quoi. C'est clair. Et je pense peut-être un message aussi important, c'est que, enfin, pour moi, une des manières les plus je sais pas dire clé, on va dire, de faire bouger les choses, c'est s'installer paysan. Enfin voilà, je vous encourage. Enfin moi, je fais ce métier-là depuis 10 ans. C'est vraiment un super métier. Voilà, il y a beaucoup d'images misérabilistes sur le monde agricole qui existent. Clairement, il y a des vrais soucis, mais il y a plein de paysans aussi de paysannes qui s'en tirent bien, qui sont heureux dans leur métier. J'ai la chance d'en faire partie. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir. C'est un beau métier et puis en tout cas qui a vraiment plein de sens et qui permet de s'engager dans plein de combats aussi collectifs. Et je pense qu'il est au centre de tout. Voilà. Donné pour une nouvelle PAC, qui est une plateforme effectivement professionnelle, mais qui permet aussi aux citoyens de s'engager. Marc, ce message de fin. Non, ce n'est qu'un début, continuons le combat. Merci à toutes celles et tous ceux qui ont permis à cette rencontre d'avoir lieu. Les échanges continuent. À tout de suite.